Je suis l'un des fondateurs et en tout cas l'architecte principal de EAA. C'est un cabinet d'architecture qui se trouve à Istanbul et à Londres et en même temps j'enseigne dans différentes universités, aussi bien en Europe qu'aux États-Unis. Et avant tout, j'aimerais vous dire que je suis vraiment ravie et je me sens très fière d'être ici. Je me sens très honorée d'être ici à Paris avec vous et je tenais à remercier Francis Rambert et l'Institut français d'architecture de m'avoir invité à participer ici dans cette magnifique enceinte. Et aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'une tendance générale de notre approche en architecture et puis établir un certain nombre de contextes qui sont importants pour nous. Et lorsque l'on parle de contexte, nous savons tous que dans les sociétés qui sont sous l'influence du capitalisme, et donc ce sont des sources de glamour, de charme qui sont là et avec l'aide de l'internalisation. Le monde n'est plus une immense planète pour certains d'entre nous et les objets du désir se trouvent partout. Voilà un petit peu l'espace là où le solide, tout ce qui est solide se dissout dans l'air. Ici, vous voyez comme de nouveaux gratte-ciel qui émergent comme les nouveaux symboles de la ville. Par ailleurs, aujourd'hui, leur relation aujourd'hui avec le temps, le nouveau type de communication avec ces techniques donne un petit peu l'atmosphère, l'environnement, des qualités, des localités, la sensation d'appartenir à un lieu perdent de l'importance jour après jour. Bien entendu, ici, la plupart du temps, les investisseurs utilisent ces symboles en tant qu'armes et ici, nous, comme architectes, nous les transformons en étant leurs agents. Je crois que l'on pourrait considérer cette situation comme une sorte d'épiphanie d'un nouveau colonialisme. Très rapidement, je pourrais dire que ces intentions sont rapidement acceptées par la majorité du monde et le type de contexte néolibéral devient essentiel jour après jour. Donc, je voudrais vous donner quelques informations quant à mon histoire personnelle et en le faisant, je voudrais vous donner une première impression des années formatives en Turquie et ensuite vous présenter quelques aspects de le contexte architectural, sociologique existant en Turquie. Comme vous le savez, Istanbul a été la capitale de l'Empire ottoman pendant près de 500 ans. Atatürk, qui a été le fondateur de la République, a décidé de déplacer le centre du gouvernement au centre de l'Anatolie et désormais Ankara est devenue la capitale en 1922. Je peux dire que ça a été une décision assez difficile, comme vous pouvez voir. Cette nouvelle capitale ressemblait à un gros village et pas vraiment à une ville à l'époque. Donc, ma mère et mon père se sont rencontrés à la faculté d'architecture à Istanbul, à l'université technique d'Istanbul et juste après leur mariage, ils sont déménagés à Ankara en 1961 en raison du service militaire que devait réaliser mon père et à l'époque, la ville était extrêmement petite. Mais par ailleurs, c'était une sorte de forteresse de la République et l'un des plus grands symboles de l'occidentalisation de la Turquie. Mes parents ont ouvert leur premier studio d'architecture à Ankara et ils ont participé à des différentes compétitions et concours internationaux. Et après plusieurs tentatives, finalement, ils ont remporté le premier prix au concours de l'hôpital de Zonguldak, que vous voyez ici en cours de construction, en 1963. Je ne sais pas si cela a été une coïncidence ou autre chose. En tout cas, moi, je suis arrivée sur cette terre exactement à ce moment-là. Et puis, le résultat de cela, ils ont pris confiance en eux. Ils ont donc participé à d'autres concours avec un certain succès. Ils ont eu la chance de voir certains de leurs projets se réaliser en bâtiments finis et pouvoir
vous dire. La vie n'était pas réellement facile. L'État était leur seul client et pour vous dire la vérité, il n'était pas très facile en tant que client. Après 7 ans de travail difficile, ils sont revenus à Istanbul en 1968, bien entendu, une ville beaucoup plus vibrante, dynamique, beaucoup plus peuplée, mais par ailleurs, c'était également la capitale financière du pays, qu'elle l'est toujours d'ailleurs. Et à l'époque, les problèmes sociaux, également politiques, étaient toujours très prégnants, ce qui est encore le cas aujourd'hui, mais en même temps, les investissements dans le secteur privé ne cessaient d'augmenter, de même que les hôpitaux de l'État. Donc ici, il y a toute une série d'investissements privés qui ont été leur pain quotidien dans leur études d'architecte. Moi, en 1966, j'ai eu mon diplôme de l'école d'architecture d'Istanbul et je suis partie aux États-Unis. Grâce à mes parents, j'ai eu un emploi dans une étude d'architecte à Washington, D.C., à Washington, et après une année de travail très intéressante, je suis retournée, après quelques années de travail, je suis retournée à Istanbul et j'ai commencé à travailler dans l'étude de mes parents. Après, j'ai participé, nous avons collaboré pendant 7 ans. Comme vous voyez, c'était l'université principale que j'avais, c'était celle-là. Après 7 ans de lutte, j'ai pensé que je devais retirer mon diplôme et que l'architecture n'étant pas le domaine vraiment difficile et en tant deux générations différentes, nous avions une imagination tout à fait différente quant à notre positionnement sur le marché. En 2015, nous avons créé avec ma partenaire qui est ici avec moi ici, nous avons fondé EAAMRE, Arolat Architecture, Gongtapa Solar, et nous avons pu commencer à vraiment progresser la plupart du temps. C'était des projets qui représentaient des grands défis, mais nous comprenions de mieux en mieux le contexte, notre profession, en percevant les lieux, la sensibilité de chaque contexte, chaque situation qui marquait vraiment nos priorités. Et à l'époque, nous étions 6 architectes dans notre cabinet. Je pensais que c'était vraiment une échelle vraiment idéale pour un cabinet d'architecture. Mais après quelques années, nous avons dépassé la centaine. Et cette fois-ci, voilà, mes parents ont fermé leur cabinet d'architecture et se sont joints à nous. Et non, pour ouvrir vers l'Europe, nous avons ouvert une étude à Londres il y a 2 ans et je peux dire qu'avec ce très grand groupe, nous avons toujours souhaité garder un esprit assez amateur et essayer de ne pas devenir un grand bureau international comme une multinationale. Je voudrais vous expliquer un petit peu quel est le climat actuel en Turquie. Le gouvernement d'Erdogan est au pouvoir depuis environ 14 ans désormais. Et pour vous le dire très franchement, ils ont beaucoup avancé et ont permis au pays de prospérer. Et vraiment, le secteur du bâtiment de ce régime a été un des moteurs principaux de ce régime. Mais par ailleurs, il n'y a pas eu et il n'y a pas aujourd'hui une situation très agréable, très plaisante. Depuis 2005, tous les jours, un nouveau projet apparaît sur le marché sans aucun plan général ni stratégie. Ils apparaissent dans le vide et c'est vraiment un sujet de désillusion manipulé par le gouvernement, financé également par le gouvernement. Et par ailleurs, je peux dire que la créativité n'a pas été l'objectif principal. À la droite, en haut, comme vous pouvez voir, c'est une publicité d'un journal tout à fait connu. Bien entendu, il est écrit en turc. C'est la nouvelle capitale de la capitale. Voilà le titre de l'article. C'est le titre du projet. La nouvelle capitale de la capitale est la capitale. Voilà la créativité telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est une petite fiction que je vais vous montrer maintenant qui peut vous donner une petite idée générale des réflexions, la perception de l'atmosphère telle qu'elle existe aujourd'hui. C'est un collage de publicités de la télévision et en tout cas également de l'immobilier. En bref, tout sera magnifique. Voilà pourquoi je me sens un homme heureux. Si j'encadre ou
Je forme une équipe turque, je sais où sera ma maison. Voilà, n'oubliez pas les 1650 appartements, simplement avec 84 mois pour payer. Je suis allé à Gaouglu, je suis à Ayaspasa, la cité que vous désirez dès que vous êtes loin. J'ai toujours rêvé d'un jardin. Et voilà, la construction vient de commencer. Je pense que les gens devraient vraiment profiter des opportunités qui s'ouvrent à eux. Et voilà, ici, vous voyez, ça a été véritablement un grand boom, toute une époque de construction. Mais par ailleurs, ce n'est pas facile de dire que la sensibilité architecturale a été vraiment au centre des préoccupations. Plus exactement, le marché immobilier vivait dans une sorte d'Éden, un simulacre, disons que le simulacre a remplacé le sens de la vérité. Les gens étaient hypnotisés par ces nouveaux palais complètement nouveaux, très kitsch et un petit peu pseudo-ambiance Bosphore. Voilà un nouveau projet à Istanbul qui est tout proche, l'une des plus grandes prisons du pays. Vous pouvez la voir à droite, c'est l'une des plus grandes prisons du pays. Vous pouvez rapidement percevoir l'idée d'un campanile italien au milieu de gratte-ciel, comme une sorte de direction vers le haut. Au lieu d'avoir Peppino et Giovanni, ici, les gondoliers, c'est Mahmoud et Mustapha qui font vraiment vivre dans cette résidence, qui sont comme un rêve devenu une réalité. Ici, les grands projets tels qu'ils existent ici, ou les trop grands projets, comme dit Emre, sont également réalisés par le gouvernement. Certains d'entre vous peut-être connaissent Istanbul. C'est une métropole d'environ 17 millions. La partie du nord est assez vide, mais en tout cas, il y a beaucoup d'eau, de zones boisées. Et aujourd'hui, c'est un petit peu les zones où s'échappe la population. Mais il y a environ 4 ans, 2 projets gigantesques sont sortis de terre. Le premier, c'est le 3e pont sur le Bosphore et le deuxième, c'est le 3e aéroport d'Istanbul. On peut dire qu'ils ont joint toutes leurs forces pour détruire le système écologique. Le 3 ponts sur le Bosphore, sur la rive nord, a été terminé l'été dernier et a été inauguré, comme vous pouvez le voir, ouvert au public pompeusement avec toute une série de hauts responsables. Et ici, c'est le 3e terminal d'aéroport d'Istanbul qui est en cours de construction à l'heure actuelle. Et nos responsables sont très fiers de dire que dès qu'il sera fini, il pourra accueillir 150 millions de passagers par an. Ça sera l'un des plus grands aéroports du monde. Bon, d'un côté, on peut se dire que ces projets sont assez utiles. Dans une certaine mesure, ils le sont. Et on peut affirmer que... qui peut affirmer qu'Istanbul n'a pas besoin d'un 3e aéroport? Mais j'aime vous présenter ces images qui vous montrent la destruction de toute la zone boisée des forêts par la construction de ce nouveau pont. Et c'est vraiment un péché pour moi. Malheureusement, ce n'est pas la seule destruction qui se produit à l'heure actuelle en Turquie et très malheureusement, très tristement, en très peu de temps, au cours, vraiment en un clignement d'yeux, on doit dire, le pays a perdu tout ce calme et cette paix. C'est une très longue histoire, c'est un jeu horrible, terrifiant et entre vous et moi, j'ai l'impression que c'est un drame au niveau international, pas simplement pour la Turquie, mais pour la géographie du monde dans son ensemble. Chez EAA, aussi bien à Istanbul et à Londres, nous faisons face à cette situation et dans cette atmosphère qui est assez étrange. Au lieu d'être affirmatif ou dans une certaine mesure rentrer dans des systèmes capitalistes, nous en sommes l'agent, nous posons des questions. Nous pensons que les architectes pourraient adopter une position beaucoup plus critique et être, disons, un regard au lieu de simplement produire des bâtiments qui soient beaux à regarder. Nous considérons notre pratique comme une activité pour faire surgir des nouvelles idées. Je peux dire que les potentiels pour le bénéfice public, la sensibilité à l'égard du contexte sont les éléments principaux de notre pratique. Nous ne pensons pas que l'architecture soit l'art de générer de nouvelles icônes. Je pense que cela rend l'architecte beaucoup plus responsable et
et certainement les projets deviennent plus compliqués et ils ne peuvent pas des producteurs d'une société du spectacle en français dans le texte. Un livre ici qui reprend la plupart de nos résultats. Dernier projet a été publié il y a 3 ans, rédigé par Philippe Jodidio et Shua Oskan, qui explique un petit peu chez Rizzoli, donc notre approche, notre philosophie, le contexte, la pluralité, c'est-à-dire c'est exactement le nom de cette conférence. Aujourd'hui, je vais vous parler constamment de ces termes, le contexte et la pluralité, particulièrement du contexte. Mais je voudrais vous transmettre la source, ou en tout cas de l'expression, et expliquer pourquoi j'utilise ce terme de pluralité. Et puis ensuite, je utiliserai le terme de spécificité, qui semble peut-être un peu étrange, mais à mon sens, il ne l'est pas. Je sais que il pourrait être considéré comme une sorte de sous-estimation, et dans une certaine mesure, nous pouvons considérer que, ou en tout cas moi, je considère qu'il y a 2 méthodes principales ou 2 approches principales dans le dessin de l'architecture. L'un d'entre elles, et je crois que qui est le plus habituel, c'est une approche très formelle. C'est une méthode qui a été, disons, la priorité dans un style d'architecture. Je ne dis pas que ce soit mal, mais quoi qu'il arrive, la nature holistique de l'architecture doit perdurer la plupart du temps. Le processus de création est une adaptation de certains styles à une situation donnée. Mais même après cette adaptation, le langage extrêmement puissant de l'architecte doit être visible en toutes circonstances, quoi qu'il en soit. En général, ce n'est pas plus qu'un langage pictographique iconique qui n'est pas forcément lié au domaine intellectuel. Après, il y a une autre approche qui est plus circonstancielle, contextuelle, plus spécifique et la plupart du temps moins formelle. Et je me sens beaucoup plus proche de cette approche et je pense que chaque projet, chaque lieu, chaque cas a son propre potentiel. Et dans ce sens, dans chaque cas, chaque projet a sa propre situation. Même un petit changement dans les caractéristiques de 2 domaines adjacents, comme nous voyons ici aux Bahamas, l'un de nos projets peut faire une énorme différence. Donc la mission de l'architecte serait d'élaborer toutes les conditions et essayer de spécifier chaque problème. Étant donné que les conditions sont toutes différentes, les solutions seront toutes spécifiques. Et en réalité, cela va permettre de révéler la pluralité, une pluralité contextuelle qui n'est pas forcément la diversité de chaque cas. Nous dessinons à différentes échelles dans différents pays et ici, nous faisons face à différents contextes. Et à mon sens, c'est une énorme responsabilité pour un architecte. Ici, vous voyez une série de projets que nous avons réalisés très rapidement ici. C'est une page pour chaque projet. Ici, cela couvre 15 ans de notre production pour vous donner une idée assez générale de ce que nous réalisons. Et puis ensuite, je vais vous présenter certains de ces projets de façon plus détaillée. Par exemple, notre approche particulière de l'architecture et également notre positionnement au regard du domaine plus intellectuel. Attendez, je ne suis pas un grand fervent de globalisme, de l'internationalisation, particulièrement dans le domaine de l'architecture, mais je prête particulièrement une attention toute particulière à la compréhension, à l'internalisation de certaines caractéristiques de différentes cultures, disons des marques de la société, aussi bien physique, historique et également politique que suite ces différentes couches de leur établissement de la société. Je peux apprendre des gens, de leurs règles, de leurs traditions, différentes cultures, dialectiques, également de nouvelles techniques parfois, même de vent, du soleil, de la pluie. Et donc pour nous, dans chaque cas, le processus de création du dessin est très éducatif et très libérateur en même temps. Je pense que cela a une grande capacité qui permet de donner un domaine complètement illimité à la conception si l'on sait l'utiliser, bien entendu.
Et nous arrivons vers le présent et vous voyez les années durent plus longtemps et nous avons plus de projets, comme je peux vous le montrer ici. Eh bien, voilà. En 2004, le premier jour de nous avons ouvert notre cabinet, un businessman que je ne connaissais à peine est venu nous rendre visite et il souhaitait construire une nouvelle usine de textile dans une ville à la frontière de Bulgarie, pas très loin d'Istanbul. Étant donné, comme je savais que les usines dans notre pays ne prêtaient pas trop attention aux questions d'ordre environnemental ni aux droits humains, j'imaginais qu'il avait l'intention de construire l'une de ces prisons comme toutes ces usines de production. Et bien que nous nous plaignions beaucoup du fait que nous n'avions pas de travail, j'ai refusé le travail. À ce moment-là, il a rappelé 2 semaines après, avec plus d'insistance, et il a déclaré qu'il voulait construire la plus belle usine de textile qui ait jamais été construite. Et ça a été une très grande surprise pour moi. Je me suis dit que je pouvais peut-être accepter le projet à ce moment-là. Donc, c'est le projet Typical Textile Factory, et bien que je l'ai accepté avec encore beaucoup d'hésitation. Et l'une des plus grandes décisions que nous avons eu à prendre, c'est-à-dire l'idée de faire comprendre le système de planification ici, c'est-à-dire nous sommes défaits de la séparation de 2 fonctions principales en combinant la fonction de la production et celle du management ensemble. Et en réalisant cela, tout en intégrant des espaces verts dans la structure pour avoir plus de lumière et l'air plus frais, également des zones de loisirs, de détente pour s'intégrer dans le paysage. Et là, vous pouvez voir l'une des principales façades ici, mais vous verrez que également toutes les surfaces de l'extérieur ont été conçues avec beaucoup d'attention. Et je peux dire que c'est une attitude que nous avons conservée tout au long de l'élaboration de ce bâtiment. Voilà l'entrée pour les employés. Et plutôt que d'avoir des espaces sombres et vraiment tristes, ici nous avons des espaces lumineux, nous avons des cours intérieurs, il y a des zones de détente qui sont utilisées largement par le personnel. Vous voyez ici les différentes cours intérieures du bâtiment. Et ça, c'est tous les jours, je vous assure. Et puis, vous voyez la cafétéria qui a été construite avec des matériaux assez élémentaires, mais c'est l'un des lieux qu'affectionnent particulièrement les employés. Vous voyez, il y a une fluidité continue qui est l'une des spécialités, une des particularités plutôt de ce bâtiment tel qu'il a été conçu. Il y a réellement une rupture aussi bien physique que sociale. Il abat ses frontières avec ses caractéristiques en architecture et nous avons remporté le prix Aga Khan lorsqu'il a été ouvert. Comme je vous l'ai dit, j'enseigne dans plusieurs universités dans différents pays et ce depuis environ une vingtaine d'années. Nous avons décidé de développer un nouveau programme de maîtrise avec l'Université d'Istanbul il y a une quinzaine d'années. Et après environ 2 ans d'efforts très
être difficile pour organiser ce programme. C'était l'Université Spillier. C'est une école privée à l'époque et tout en apprenant que l'institution avait mis la propriété de Silatara en location. C'était l'une des premières centrales d'énergie de l'époque d'Atatürk, ici, ou ottomane, ici. Elle fournissait l'électricité pour la ville entre 1911 jusqu'à 1983. Et j'ai été fascinée par cet endroit la première fois que je suis allée. Il y avait des dizaines de bâtiments qui dataient de la première période de cette centrale. Et en fait, les propriétaires voulaient transformer tout ceci pour avoir un campus universitaire extrêmement plaisant pour les étudiants. Après quelques réunions, nous avons été demandés de faire ce projet de transformation avec le projet maître, transformation des bâtiments qui existaient déjà et également l'addition le rajout de certains d'autres. Alors vous voyez ici la localité, c'est tout à fait en haut de la Corne d'Or qui est une petite darse qui donne sur le Bosphore et ici vous avez les différentes frontières du site. Les contours du site. C'est quelque chose à très grande échelle. C'est un master plan qui est assez complexe. Je pourrais passer toute la soirée en parlant de ce projet, mais je ne vais pas le faire. Donc, je vais me concentrer sur un de ces immeubles et c'est le musée de l'art contemporain. Vous avez ici le site, vous avez les bâtiments bleus qui existaient déjà et on nous avait demandé de restaurer ces bâtiments. Nous avions également les fondations de deux édifices qui étaient tombés en ruine. Et comme nous n'avions pas le droit de rajouter des choses, il fallait juste convertir ce qui existait déjà en musée. Et avec l'aide de nos consultants, nous avons fait des études très méticuleuses et nous avons regardé les différents plans de ces bâtiments. Nous avons pu explorer toute la construction. Nous avons pu travailler avec des architectes belges également. Et pendant le travail sur la structure, nous avons découvert qu'il y avait une base en béton à la base de chaque bâtiment. Bien sûr, les turbines, les chaudières et tout le reste se trouvaient au-dessus de cette fondation. Et nous avons également découvert que ces parties techniques étaient détachées des façades extérieures. C'était un tout petit peu comme un revêtement très léger qui couvrait l'intérieur du bâtiment. Et à ce moment-là, on devait identifier notre stratégie de conception et grâce à certains documents, ça aurait été plus facile de reconstruire ces bâtiments en gardant leur forme originale, car les bâtiments n'avaient jamais été démolis. Mais pour nous, ça n'y allait pas. Et au lieu de travailler de cette manière-là, nous avons opté pour autre chose. Nous avons décidé de faire une interprétation différente. Nous nous sommes lancés dans quelque chose de plus abstrait. Nous avons travaillé avec les contours primaires de ces bâtiments pour essayer de voir comment nous pourrions faire matérialiser ce qui était abstrait. Donc, nous avons essayé de simplifier, de faire une simplification, de commencer avec deux prismes de base. Et bien sûr, ces deux masses devaient être connectées ensemble pour que ça soit facile d'accéder de l'un à l'autre. Et vous voyez ici une coupe transversale qui vous montre les différents espaces. Vous avez ici des maquettes en 3 dimensions. Vous avez les différentes
salles d'exposition, les salles de repos, et vous voyez en haut la façade avec une sorte de revêtement transparent qui disparaît et qui devient lumineux pendant la nuit. Et vous avez ici la construction finale. Vous voyez les bâtiments vus de l'autre côté du fleuve. Là, vous avez le musée et les bâtiments avoisinants. Et pour moi, tout ceci a une apparence qui est temporelle. C'est quelque chose qui flotte. Vous voyez qu'il y a une certaine transparence. Vous voyez ici une vue des collines autour. Vous voyez les escaliers entre les différents étages des salles d'exposition. Et là, vous avez la vue de l'intérieur vers l'extérieur. C'est assez magique. Vous voyez que vous pouvez tout voir à l'extérieur. Donc, pendant toute la visite de ces expositions, vous êtes très fermement ancré dans l'environnement avoisinant. Vous avez ici les différentes salles d'exposition avec des objets d'art qui sont volumineux. Et vous pouvez également noter que c'est un bâtiment qui est assez nu, assez exposé. Il y a très peu d'objets à l'intérieur. Là, vous avez l'entrée du bâtiment. Et le fait que ce revêtement soit incolore fait que nous avons presque l'impression d'un écran numérique, ce qui peut interagir avec la différente perception de ceux qui regardent l'immeuble. Okay, here another project, but before that, I should say that je ne dois pas oublier de vous dire que ces formes qui sont monochromes et géométriques, qui est fabriqué et qui est monté comme un ensemble, tout ceci a été extrêmement, c'était un grand succès. Mais là, vous avez une architecture qui est beaucoup plus simple. Je voudrais vous montrer deux projets que nous avons réalisés. Tout d'abord, Entrepôt 5, c'est le musée de l'art et des sculptures d'Istanbul, et l'autre, c'est l'hôtel Museum à Antakya. Ce sont deux différents projets, mais je vais vous parler de certaines similitudes entre les deux. Chaque projet était basé sur des structures qui existaient déjà, Entrepôt 5 avec des bâtiments en béton et l'hôtel Museum qui était sur un site qui existait depuis des milliers d'années. Nous avons essayé avec ces projets de faire l'amalgame de ce qui était ancien avec ce qui est contemporain. Les deux projets utilisent des cadres structurels, des cadres qui sont plutôt basés sur des formes qui ressemblent à des containers. Dans l'hôtel Museum Hotel, la structure est une structure en acier. À Entrepôt, nous avons fait une construction à l'intérieur sur une base qui existait déjà, alors que pour Museum Hotel Antakya, nous avons utilisé des compartiments qui ont été mis sur place. Il existe donc des similitudes entre les deux projets, mais à la fin, je crois que les deux projets seront complètement différents. Encore une fois, nous nous sommes focalisés sur les situations spécifiques de chaque site. L'Entrepôt 5, qui est à Istanbul, encore une fois, se trouve à côté de la Corne d'Or, mais juste sur les berges du fleuve. Nous avions des entrepôts qui avaient été
conçu dans les années 50 et à ce moment-là, le site était utilisé comme le port douanier principal de la ville. Malgré le fait que ce site se trouvait à l'intérieur d'Istanbul, au cœur même d'Istanbul, c'était quelque chose d'assez à part. Et jusqu'en 1990, ce site était utilisé par les douaniers. Aujourd'hui, avec notre projet, nous avons voulu faire quelque chose qui était beaucoup plus discret. J'ai toujours pensé que ces immeubles avaient un rôle important à jouer dans la mémoire urbaine d'Istanbul. Les différentes caractéristiques de ces bâtiments les mettaient à part de leur environnement et la façade très exposée était la chose qui était la plus visible de loin. Le site du chantier à gauche et à droite, vous avez l'image de la route principale qui montre les bâtiments qui existent déjà. Ce sont des bâtiments, des bureaux. Et ensuite, vous aviez les entrepôts qui étaient derrière. Comme je vous ai déjà dit, la structure en béton a été laissée sur place. Nous avons enlevé les différents revêtements et nous avons l'intention de remplir cette fondation avec les différentes galeries du musée. Pour parler d'autre chose, je voudrais vous parler un peu des musées en général. Il me semble que les aspects sociaux aujourd'hui de certains phénomènes doivent poser des questions plus vastes dans notre société aujourd'hui. Tout d'abord, il n'est pas facile de dire que les musées soient accessibles à tous, surtout dans des pays tels que le mien. La plupart des fois, nous avons des musées ou des galeries d'art qui sont uniquement là pour les communautés exclusives. Alors, nous étions conscients du fait que l'architecture ne peut pas tout résoudre, mais nous avons voulu faire un endroit où l'art était disponible à toutes les tranches de la société. Et nous avons gardé cette idée en tête lorsque nous avons fait notre conception. C'était un musée qui devait être accessible à tous. Vous voyez ici que le rez-de-chaussée est un endroit qui est ouvert à tous. Vous n'avez pas besoin de payer pour entrer. Et en ce qui concerne les différentes salles d'exposition, ces salles sont disposées aux étages supérieurs. Voilà l'entrée de l'immeuble. C'est là où vous avez le passage des visiteurs. Ensuite, vous avez le magasin du musée, la réception à gauche et la partie du magasin à droite. Vous voyez deux différentes couches. Vous avez la structure existante en béton d'un côté et vous avez ce qui est nouveau de l'autre. Dans ce plan du rez-de-chaussée, vous voyez d'autres espaces d'exposition. Tout ceci est ouvert, il n'y a aucun obstacle, pas de barrière entre les rues avoisinantes et la mer. Nous avons également dans ce musée des endroits qui sont accessibles, qui sont tous accessibles à partir de cette partie centrale. En montant dans l'immeuble, il est possible d'accéder chaque salle d'exposition séparément. Et une fois que vous entrez dans la salle, chaque salle est une boîte assez pure, une boîte stérilisée pour que rien n'existe pour le visiteur que
les objets d'art, que les tableaux. Mais dès que vous sortez de cette salle, il y a tout d'un coup des espaces en 3 dimensions, des espaces extrêmement fluides d'une partie de l'immeuble à l'autre et bien sûr le panorama absolument magnifique de la ville. Encore une fois, vous avez ici les galeries faites en containers et là une autre vue. Vous avez les expositions temporaires qui sont vous avez les galeries de l'art contemporain qui se trouvent dans la partie haute du bâtiment pour avoir plus de lumière. Ici, la même chose, mais la nuit, encore une fois, des vues magnifiques du Bosphore. Et je peux vous dire avec toute franchise que le bâtiment, le résultat ne sautera pas aux yeux, ça ne sera pas trop criard. Et c'était tout à fait notre intention depuis le début. Mais lorsque les personnes voient les containers sur le site, je crois que là, ils vont comprendre ce que nous avons essayé de faire. Je crois que ce bâtiment sera beaucoup plus explicite vu d'autres angles. Là, vous avez des vues de jour, des vues de nuit. Et ici, j'ai quelques images plus récentes du chantier. Et en fait, c'est mon cher ami, un des architectes et photographes le plus connu, Jamal Linden, a pris ces photos pour sa collection privée. Alors, vous vous rappelez que le deuxième projet, c'est l'hôtel muséum à Antioche. C'est quelque chose que nous avons, sur lequel nous travaillons depuis assez longtemps, mais j'ai raccourci un tout petit peu ma présentation car je n'ai pas le temps de vous montrer le film en entier ce soir. This small city near the Syrian border in southeastern Turkey. Antioche, à côté de, sur le côte sud-est de la Turquie. L'Empire séleucide à Rome, les Byzantins, Mamelouks, l'Empire ottoman. Pendant plus de 2 millénaires, Antioche a une histoire extrêmement riche. Des sites archéologiques très importants, des ruines tout autour de la ville. En 2009, ASF, une société de tourisme qui est basée à Antioche, a acheté ce terrain de 20 000 mètres carrés avec l'intention de construire un hôtel. Puisque la plupart d'Antioche est construit sur des ruines des civilisations anciennes depuis plus de 2000 ans, les lois aujourd'hui interdisent des fouilles trop profondes. Et lorsque les premières investigations ont montré qu'il y avait un potentiel archéologique très important, ce chantier est devenu un site archéologique. Et après, les différentes découvertes étaient encore plus riches, plus surprenantes que tout ce qui aurait pu être imaginé. Et à ce moment-là, il était sûr qu'il était impossible de construire un hôtel sur ce site. Étant donné les découvertes historiques qui avaient été trouvées sur ce chantier archéologique, Antioche Architecture a proposé une solution remarquable, de construire l'hôtel sur des piliers en acier, mais de construire l'hôtel en hauteur pour garder intactes les fondations et le site archéologique. Les chambres seraient construites sur ces colonnes avec une possibilité de visiter les fouilles archéologiques, de voir les fouilles archéologiques d'en bas, alors que l'hôtel serait situé en haut. Nous avons également des différentes crevasses, des différentes ouvertures sur le toit
qui donne une bonne visibilité sur la rivière qui existait il y a des milliers d'années. Le site archéologique a été, enfin les fondations ont été, et le matériel a été amené dans une partie dans laquelle il n'y avait aucune crainte de détruire le site archéologique. Nous avons aujourd'hui donc une structure à géométrie pas du tout standard et avec une technique de construction encore moins standard. Les différentes chambres modulaires ont leur propre infrastructure, vont être conçues et réalisées en tant qu'unités indépendantes. Les revêtements structurels de ces 200 chambres ont été construits en atelier au cours de 9 mois. Et ensuite, les différentes chambres ont été transportées par camion. Une fois sur site, les différentes unités qui pesaient 16 tonnes ont été soulevées et basées sur leur fondation l'une sur l'autre. Bien que cette superstructure unique et très ambitieuse est pratiquement terminée, en tout cas, les efforts de conservation scientifique sur le site archéologique vont se poursuivre bien après que l'hôtel-musée ait été ouvert au public. Je devrais vous dire que cela a été l'un des projets qui a représenté un des plus grands défis sur lesquels nous ayons travaillé jusqu'à présent, mais la grande surprise se poursuit. Elle sera, je l'espère, terminée cette année, malgré tous les problèmes, la guerre qui a lieu à la frontière syrienne. Ici, un autre sujet, un autre projet avec des problèmes tout à fait différents. C'est un projet qui vient d'être terminé très récemment, d'ailleurs, environ 2 ans et demi. C'est le centre de Zoll. Nous avons remporté un concours international en 2007. Et il y avait des architectes coréens dans le jury. L'objectif de ce projet était d'aborder un certain nombre de contradictions, la grandeur et la modesté, le public et le privé, l'institutionnel et l'intérieur, le social et le distingué, avec des considérations aussi bien structurelles que topographiques dans une zone très centrale d'Istanbul. Même si c'est un projet privé, néanmoins, l'avantage public a toujours été qui a un petit peu dirigé ce projet. Il s'agit d'une interprétation topographique avec une sorte de revêtement transformé entre 2 différentes couches ayant chacune des fonctions différentes. C'est un revêtement qui est recouvert et qui a été, organisé autour d'un paysage qui a été très conçu. Il y a donc un hôtel, 3 tours résidentielles qui est juste sous cette coquille. Il y a des résidences, un centre, un centre commercial, une piazza, des centres de réception qui forment une place centrale qui est entourée de magasins, des restaurants, de tous les espaces verts. Nous voulions que ce soit une zone publique extrêmement bien équipée qui unisse la ville et les personnes, qui permettent donc l'accès au niveau inférieur, qui était vraiment l'un des objectifs essentiels de la conception de ce projet. Il n'y avait absolument aucune frontière, aucune limite, aucune porte qui devait établir vraiment des limites. Et pendant 3 ans, il était utilisé ainsi. Mais malheureusement, après les dernières attaques terroristes, désormais, nous avons des points de sécurité qui ont été introduits ici. L'entrée, le foyer du centre de manifestation, du théâtre.
voyons ici le théâtre avec, vous voyez ici, c'est l'un des sites qui est à l'heure actuelle l'un des plus populaires dans la ville aujourd'hui. Le projet suivant, c'est pour l'université Abdullah Gül sur un campus à Kayseri, d'une ville Anatolie. C'est une ancienne usine textile qui a été construite dans les années 20 et après la fondation de la République turque en 1923, il y a eu un mouvement de modernisation qui s'est développé dans tout le pays, dans tous les domaines, et la révolution industrielle a été la locomotive, et notamment pour cette usine textile qui a fait partie de ce mouvement. Tout comme d'autres, ce complexe a été conçu par un architecte russe, cette fois-ci Ivan Nikoliev, et elle a les caractères typiques du constructivisme. Après un long processus de recherche analytique, nous avons décidé de conserver et rénover la plupart des bâtiments existants en y ajoutant des éléments additionnels, également les bâtiments culturels. Voilà, nouvelle faculté, le bâtiment administratif qui a été terminé il y a juste 2 ans de cela. Vraiment un grand projet pour nous de conserver l'esprit existant, l'atmosphère qui régnait et suivre le langage architectural, même avec les ajouts que nous avons placés. Donc, vous voyez la grande entrée ici. Ici, nous avons conservé la structure existante dans la mesure du possible en l'intégrant à la nouvelle structure. Vous pouvez voir ici les nouvelles structures avec l'ancienne structure. Ici, à nouveau, à gauche, c'est l'ancienne partie qui est au rez-de-chaussée et ensuite, au-dessus ou à droite, c'est la nouvelle version qui interprète l'ancienne version. Bien entendu, le paysage existant a été un des facteurs déterminants et nous avons essayé de le conserver également le plus possible. Voilà certaines images de l'intérieur, les zones de circulation principales. Ici, les couloirs, ici, l'esprit des bâtiments industriels qui a été conservé. Le foyer commun pour les étudiants et ici, l'ancien et le nouveau ensemble avec des couches différentes et bien distinctes. Il y a peut-être un peu trop de contraste, mais ici, quelques images de la bibliothèque principale. Et puis ici, le musée présidentiel Abdullah Gül qui se trouve également situé sur le campus. C'est en fait la centrale à vapeur et électrique de l'usine ancienne. Et voilà les dessins originaux de Ivan Nikoliev. Une fois que la production s'est interrompue dans les années 90, les bâtiments ont été laissés à leur propre sort. Comme vous pouvez voir, il y avait beaucoup à faire. Les techniques de restauration en Turquie abordent 2 approches. L'une fois, c'est de transformer le bâtiment en quelque chose de réellement nouveau, comme peut-être un gâteau à la crème ou alors une mauvaise reconstruction. Donc, mal reconstruit sans respecter l'original. Et ici, nous avons pris en compte les traces, les couches du temps et nous avons découvert différentes textures. Vous voyez, tout le bâtiment a été documenté de façon extrêmement détaillée. Ici, vous voyez différentes étapes de nettoyage qui ont été utilisées sur chaque surface dans le bâtiment. Ça a été une décision vraiment englobant tout. Chaque intervention était unique et spécifique en soi. Bien entendu, certains éléments structurels, ajouts, ont été nécessaires pour renforcer le bâtiment. Comme vous pouvez le voir ici, l'un des points les plus difficiles de ces
travaux, c'est-à-dire le remplacement du toit, et l'opération a été réalisée avec beaucoup de prudence et dans des conditions climatiques très difficiles. Et nous voyons qu'après tout, voyez, les caractères original du bâtiment a été conservé et toutes les traces du temps sont toujours visibles. Ce que nous avons fait, peut-être que l'on pourrait définir comme une sorte de processus d'assainissement. L'objectif ici était de donner un confort spatial nécessaire qui permette que le bâtiment puisse répondre aux exigences de cette nouvelle utilisation et en conservant également l'aspect un peu muséal du respect d'une architecture plus ancienne. Ici, ce sont des photographies tout à fait récentes. Le bâtiment a ouvert il y a à peine 2 mois. Ici, nous avons fait également une exposition avec une firme américaine avec laquelle nous avons beaucoup collaboré. Vous pouvez voir ici toutes les anciennes couches, les nouvelles couches également qui se superposent et qui sont parfaitement visibles. Et également pour le paysage, il s'est agi de réhabiliter la texture ou les bâtiments existants. C'était très important pour nous. Et vraiment, il y a une lumière tout à fait ici qui donne un certain dramatisme et qui enveloppe le bâtiment comme vous pouvez l'apprécier sur ces images. Voilà le projet final que je vais vous présenter avec plus de détails. Ici, c'est une mosquée à Istanbul, comme l'a présenté M. Rambert au départ. Il y a environ 2 ans, une fondation qui s'appelle Sancaklar a pris contact avec notre cabinet concernant un projet d'une nouvelle mosquée. Et pour vous le dire franchement, il y avait certains préjugés. Moi, je pensais qu'ils recherchaient une réplique d'une mosquée ottomane, parce qu'en Turquie, quand l'on construit une nouvelle mosquée, la première chose auquel on doit être affronté, c'est le poids de cette architecture ottomane dans les mosquées, comme une sorte d'anachronisme. Et je lui ai expliqué que je n'étais pas ce type d'architecte et ce premier rendez-vous s'est terminé assez mal. Par ailleurs, j'adore les mosquées ottomanes. Je suis vraiment très admirateur. Je les trouve magnifiques. J'adore les compositions, les volumes. Mais aujourd'hui, après un demi-millénaire, même si les techniques de construction ont complètement été renouvelées, néanmoins, beaucoup essayent de les répliquer. Je trouve que c'est assez pathétique chaque jour et nous sommes habitués à voir de nouvelles répliques et même des caricatures partout dans le pays. Ici, voilà 2 exemples de la dernière moitié du XXe siècle. À gauche, c'est une réplique à Ankara avec des proportions peut-être plus raisonnables, mais avec un supermarché. Et à droite, qui est à Mersin, et vous voyez avec tous ces minarets, vous avez l'impression qu'il y a 6 fusées qui vont pas tarder à décoller. Ici à gauche, vous voyez la mosquée de Soliman, le magnifique du XVIe siècle, vraiment un joyau de l'architecte Sinan. Et à droite, la nouvelle mosquée Ataşehir qui a été construite en 2010 à Istanbul comme une république assez gauche de cette mosquée, tout à côté de ces gratte-ciel. Et le nom de cette mosquée, c'est Mimar Sinan. Quelques jours plus tard, le responsable de la fondation nous a rappelé. Il s'est présenté à notre cabinet avec cette photographie qui représentait l'atmosphère générale, l'environnement, en tout cas de la zone où il pensait implanter cette mosquée. Il souhaitait y construire une nouvelle mosquée. Et je dois dire que j'ai été extrêmement impressionnée par le lac, toute la vallée. Et en plus, il nous a dit qu'ils étaient prêts,
ils étaient prêts à me donner carte blanche pour toute la conception et que vraiment cette fois-ci, je devais accepter le projet. Bon, et donc nous sommes retournés à nos racines de façon très routinière, à l'Antiquité, pour trouver la racine de la radicalisation. Nous voyons que la mosquée doit être propre, c'est le seul élément contraignant. Donc, il peut y avoir un lieu de prière ou une mosquée partout dans le monde. Et nous avons découvert une fois de plus qu'il n'y a pas de définition formelle d'une mosquée dans le Coran ou dans aucune source. Nous avons vu qu'elles sont très diversifiées sous l'influence de différentes cultures au cours de l'histoire, et plutôt que de rechercher de nouvelles formes très extravagantes, nous avons essayé de revenir à l'essence du rituel de la prière. Et par ailleurs, nous nous sommes rendus compte qu'en raison de la pression extrême du capitalisme actuel, l'architecture islamique passe par une période difficile. Vous voyez avec son évolution, un très bon exemple de cela, de cette contamination, est la Mecque, où la Kaaba est vraiment le site le plus secret de l'islam, et la Mecque s'est transformée en centre du monde. Elle est devenue désormais en centre du tourisme. Et vous voyez, c'est une sorte de vraiment atout pour l'immobilier. Les grandes compagnies y construisent beaucoup de logements, d'hôtels 7 étoiles. Avec ce type de construction, on ne peut pas parler de modestie, de nobilité, de noblesse, pardon. Non, pas du tout. On peut prendre en revanche la grande mosquée du Cheikh Zayed à Abu Dhabi comme l'un des exemples, vraiment l'un des grands projets de l'architecture islamique, qui est devenu très célèbre en raison de ses immenses tapis ou alors de son lustre vraiment très extravagant. Et bien entendu, il y a des visites de diplomates, elles souhaitent être vues, être regardées. C'est un endroit magnifique pour être photographié et être mis en ligne sur Instagram. Ici, je voudrais revenir sur la marque de la modestie, l'humilité et la noblesse. Ici, vous voyez, c'est dans le site de Burçak, aux quelques encablures de Istanbul. C'est une photo du début. C'est une vue magnifique sur le lac et sur le paysage dans son ensemble. C'est une décision très importante. Nous l'avons regardé ainsi. Dès le début du processus de conception, ce que nous souhaitions, c'était se défaire de tout poids culturel qui pouvait affecter la pureté de notre conscience. Et nous avons essayé de supprimer le langage architectural dans la mesure du possible, bien entendu, dans la mesure où nous le pouvions, bien entendu. Et on peut dire que c'est une mosquée qui essaie de s'approcher de l'aspect formel de l'architecture islamique. Nous avons pensé que nous pouvions jouer un petit peu avec la topographie du lieu et nous avons placé l'espace principal en dessous avec juste une petite fente qui nous permettait d'avoir un puits de lumière dans ce grand espace. Et désormais, lorsque l'on se rapproche, on ne voit pratiquement rien qu'une sorte de patio avec des murs horizontaux et une masse un peu plus importante qui est le minaret et qui donne vraiment, qui est la symbolique du lieu. Voilà, nous sommes ici à l'intérieur de la cour supérieure. Vous voyez le minaret et l'espace funéraire, vu sous un autre angle ici. Et puis, de la cour supérieure, nous descendons vers les niveaux inférieurs. Vous voyez donc que c'est comme une cascade qui suit la pente naturelle avec des marches. Et puis, le niveau inférieur où l'on peut trouver l'entrée de l'espace d'entrée, la salle d'ablution, le salon de thé et l'accès à la pièce principale
principal. Ici, les matériaux utilisés, c'est de la pierre naturelle, du bois et de l'eau. Ce sont vraiment comme des complexes ottomans anciens. C'est un lieu de prière, mais également un lieu de réunion, une sorte de lieu de méditation. Bien entendu, parfois, il y a de différents utilisateurs qui peuvent venir en profiter sans aucun problème. Ici, l'entrée sud à gauche et puis la bibliothèque à droite. Ici, voilà les entrées du hall principal, de la salle des ablutions également. Et ici, nous nous trouvons au cœur même, dans la salle principale. Vous voyez le mimbar, le mihrab et également la fente avec la lumière naturelle qui reflète toutes les couleurs qui sont vraiment la décoration principale de tout cet espace. Ici, vu sous l'angle opposé, les lettres WAV, c'est un calligraphiste très célèbre qui les a réalisées. Et à différence des mosquées très conventionnelles, ici, les femmes peuvent venir prier sur la partie, sur le devant. Ça a été vraiment un des éléments qui a représenté un grand défi. Mais je me sens extrêmement fière d'avoir permis aux femmes de pouvoir être là, particulièrement les vendredis où la mosquée est vraiment très pleine et les fidèles accourent réellement. Et ici, je voudrais citer la phrase du Coran, même si je ne suis pas un expert. Voilà, ma phrase principale: ne marchez pas sur la terre en vous pavanant. Vous ne pouvez jamais partager la terre et vous ne pourrez non plus jamais atteindre les montagnes. Merci beaucoup.